Quelles sont les limites des tables de mobilité sociale pour mesurer la mobilité sociale? Les premières limites sont basées sur les limites de la classification des PCS, qui est la base des tables de mobilité. En effet, les critères à la base de la classification ne sont pas suffisamment complets pour définir le statut social d'un individu. Ainsi, le revenu et le patrimoine ne sont pas des critères utilisés dans la nomenclature, alors qu'ils restent un élément essentiel du statut des individus. Ensuite, le type de contrat, CDI ou CDD, n'est pas un critère utilisé. Pourtant, avoir un CDI donne un statut social plus valorisé qu'un CDD. Autre critère insuffisamment complet, c'est que le critère essentiel reste la profession et donc l'emploi rémunéré. Ainsi, seuls les individus actifs ou anciens actifs sont pris en compte. Les inactifs, même s'ils sont minoritaires, ne vont pas l'être. Autre limite de la classification des PCS, c'est que le classement d'un individu dans un groupe socio-professionnel est basé sur ses déclarations. Or, il peut ne pas toujours connaître exactement son groupe socio-professionnel et surtout, il peut ne pas se rappeler de celui de son père. Enfin, les groupes socio-professionnels ne sont pas toujours un bon outil pour mesurer les déplacements dans la hiérarchie sociale. En effet, ils ne sont pas entièrement hiérarchisés sur une échelle verticale. Ainsi, la signification sociale du passage d'un groupe à un autre n'est pas toujours évidente. Par exemple, un fils d'indépendant qui devient salarié, connaît-il une mobilité sociale? Ou bien, un fils d'ouvrier qui devient employé, est-ce réellement de la mobilité verticale? Ainsi, on peut se poser la question de savoir si une mobilité horizontale est réellement de la mobilité. Ensuite, les groupes socio-professionnels ne sont pas toujours des groupes homogènes. Ainsi, ils peuvent réunir des professions assez différentes et hiérarchisées au sein d'une même catégorie. C'est par exemple le GSP des agriculteurs. Un fils d'agriculteur sur petite exploitation qui devient agriculteur sur une grande exploitation est considéré comme immobile. Or, on peut penser qu'en réalité, il a connu une mobilité ascendante. Autre limite des tables de mobilité, c'est que la mesure de la mobilité va dépendre des modalités de construction des tables de mobilité. En effet, la mesure de la mobilité dépend du nombre de catégories choisies. Plus le nombre de catégories est grand, plus la mobilité paraît élevée. Ainsi, la classification par 6 groupes socio-professionnels va surestimer les mobilités sociales. En effet, des trajets sociaux qui seraient considérés comme de la mobilité avec les 32 CSP d'actifs sont de l'immobilité avec les 6 groupes socio-professionnels. Or, statistiquement, les trajets sociaux courts sont les plus nombreux. Ensuite, la mesure de la mobilité n'a concerné que pendant longtemps que les hommes. Or, la moitié de la population était oubliée, les femmes. Ensuite, les tables de mobilité sont un outil statistique et quantitatif qui a du mal à mesurer la mobilité sociale qui est en partie qualitative. En effet, la mobilité ressentie par les individus est différente de la mobilité réelle. La mobilité objective, qui est mesurée par les tables de mobilité, ne révèle pas obligatoirement la mobilité subjective, qui est la perception des individus sur sa trajectoire. Or, celle-ci dépend des trajectoires individuelles et familiales et de l'évolution du statut et des conditions de vie attachées aux catégories professionnelles. Or, dans une table de mobilité, on va considérer que les positions hiérarchiques relatives des différentes catégories sociales n'ont pas changé d'une génération à l'autre. Dans la réalité, c'est faux. En effet, l'appartenance à une catégorie donnée n'a pas obligatoirement le même sens et la même valeur d'une génération à la suivante. Les métiers et les professions évoluent fortement. Et donc, une immobilité apparente peut en fait de compte masquer une mobilité descendante ou ascendante.